Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invitée Natacha Polony, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, puisque vous avez longtemps été sur notre station. Et on est ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes la directrice de la rédaction de Marianne. Marianne, nouvelle formule, c'est votre Marianne. Cette fois-ci, vous l'avez... c'est votre bébé, on peut le dire comme ça. C'est très rare dans l'histoire d'un journal de changer, de transformer aussi à ce point-là. Et c'est une fierté parce que c'est vraiment un travail d'équipe formidable. C'est un news magazine, ce que Gilles disait hors antenne. Il y a de l'info, de l'analyse. On va en reparler avec vous. Oui, et puis surtout, le parcours incroyable. Vous êtes arrivé en 2018 où c'était très très chaud dans votre arrivée. Et là, vous vous dites quand même... j'ai quand même fait un beau parcours et j'ai réussi à me faire accepter par une rédaction qui ne vous voulait pas, quoi. Ah, si. C'était à peu près moitié-moitié, vous savez, mais il y avait beaucoup de... On entend toujours ceux qui ne sont pas contents. Mais en fait, mon arrivée à Marianne, elle était aussi logique parce que je connais ce journal. Moi, ma vraie arrivée à Marianne, c'est 2002. Je me souviens avec l'éducation. Moi, je me souviens de vos papiers éducation en particulier. Et, vous veniez sur LCI de temps en temps pour en parler. Mais c'est vrai que Marianne, c'était... ça date. C'est un journal qui est né en 1997 d'un pari de Jean-François Kahn. Et on a en fait, avec cette nouvelle formule, essayé de retrouver la dynamique qu'il avait créée. D'ailleurs, on s'est replongé dans tous les premiers numéros. Mais en fait, cette formule est le fruit d'un an de réflexion avec toute la direction de la rédaction, avec les rédacteurs en chef. C'est-à-dire qu'on a réfléchi d'abord à ce que nous, on voulait faire comme journal et surtout à ce que nos lecteurs attendaient comme journal et dont on a tenu compte des remontées qu'on avait, c'est-à-dire le fait que un journal dans lequel il y a qui est très riche, il y a trop de choses, on n'a pas forcément le temps de tout lire, il y a une fatigue informationnelle, il y a une espèce de sursollicitation aujourd'hui, donc nous il faut qu'on se fraye un chemin là-dedans, donc on a réfléchi à un journal plus condensé qui évacue toutes les scories, c'est-à-dire les articles certes très intéressants, mais qui ne sont pas essentiels, qui ne sont pas vitaux pour comprendre le monde tel qu'il est. Et puis surtout, chose extrêmement importante, on a décidé, et là c'est un vrai pari, de se dire la presse hebdomadaire est en train de crever du fait que parce qu'il y a une baisse tendancielle du lectorat, on augmente les prix pour compenser. Et donc on se retrouve avec des prix délirants, des 5,90, 6,90, mais comment voulez-vous que les gens lisent encore de la presse ? Et donc nous on fait la démarche inverse, on est les seuls, 3,50 €, et pour 3,50 €, il y a un concentré d'informations, de réflexion. Mais oui, sauf, alors comme on a un peu agrandi le journal, en fait, on met plus de choses dans une page que dans la précédente formule. Et du coup, ça donne un journal, à mon avis, très riche, très varié et lisible pour tout le monde et même pour les gens qui ont une vie active, qui n'ont pas forcément le temps de passer des heures et des heures à lire un journal. La mise en page, en tout cas, est très, très agréable et justement avec des encadrés qui rappellent effectivement un peu le Marianne des débuts. Est-ce que vous regardez la télé, Natacha Polony ? Je la regarde de temps en temps. Il y a la télé chez vous ? Ah oui, il y a la télé. Ah bah non, il y a des gens qui n'ont pas la télé. D'abord, c'est un outil de travail. C'est absolument essentiel. Après, la télé, c'est comme le reste. Il s'agit de choisir, de bien choisir, de ne pas être dépendant. Et les enfants, ils ont le droit ? Alors, les enfants ne regardent pas la télé dans la semaine et en fait regardent très très peu la télé parce que la chose qui me gêne à la télévision vis-à-vis des enfants, c'est la publicité. Je veux pas que mes enfants aient la tête pétrie de slogans publicitaires. Je veux qu'ils soient libres de ça. Donc, ils ont une culture très large. Ils regardent des films, des choses comme ça. En revanche, je les protège de la manipulation par le marketing. Alors Gilles, lui, il est imprégné de marketing et de télévision et vous allez nous présenter votre zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. J'ai fait un zapping avec des sujets qui pourraient être dans le magazine Marianne. Pour commencer, j'ai pris votre une. Et dans la une de Marianne, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menacé. Il faut dire qu'il a un peu secoué la diplomatie mondiale avec sa déclaration sur l'envoi de troupes en Ukraine, la possibilité d'envoi de troupes. Pour la journaliste Marion Van Rentergem, prix Albert Londres, le président a gaffé. Et c'était hier, c'était dans Quotidien.
quand il a sorti cette phrase, c'était une gaffe. Non pas que les chefs d'État et de gouvernement n'aient pas discuté en amont de cette éventualité des troupes au sol. J'ai parlé avec des militaires qui étaient au courant depuis des mois de cette éventualité. Mais en revanche, il était convenu, lors de cette fameuse réunion à l'Élysée du 26 février, que dans la mesure où il n'y avait pas de consensus, et notamment il y avait un blocage allemand sur cette question, on n'évoquerait pas la question, on ne prononcerait pas ce mot qui est clivant, qui crée un imaginaire inflammatoire dans les opinions publiques. On se dit qu'on va envoyer les gens avec les baïonnettes à la frontière, etc. Donc il était bien convenu entre eux que cette expression ne devait pas sortir. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, donc, qui est assez habitué à avoir de très bonnes initiatives et à les gâcher parfois par une petite phrase en trop, les exemples sont multiples. Il aime bien briller, hein. Il aime bien briller, ça tout le monde l'aura remarqué. Après, la seule question sur les sujets internationaux qui sont cruciaux, c'est y a-t-il une ligne directrice ? Parce qu'il y a des tas de fois où il peut prendre des positions intéressantes, et on le souligne dans Marianne, dans ces cas-là. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, il va prendre la position inverse. Donc, y a-t-il véritablement une pensée géostratégique ? Au bar de CNews, je ne sais pas si de temps en temps, vous allez prendre un petit verre chez Pascal Praud, la petite Cosette était autour de la mesure proposée par Najat Vallaud-Belkacem, vous savez, sur limiter à 3 gigas nos consommations d'Internet et autres tablettes. Alors évidemment, il n'y a que des geeks autour de Pascal Praud, c'est bien connu. Ils étaient très en colère. C'est-à-dire que moi j'aime bien, quand je commence, je l'ai fini. Hein. Oui. Madame Lajo, tu vas te rationner. Moi, je suis d'accord avec la passion de l'interdiction à gauche et qui va d'ailleurs avec le fait de pas avoir d'humour. Mais fondamentalement, le sujet de la dépendance aux écrans, de notre dépendance aux écrans, pas uniquement celle des jeunes et de notre dépendance à Internet, je pense que c'est un vrai sujet. Mais quel rapport avec la demande d'interdiction ? C'est pour ça que je te dis, je suis pas pour la demande. Non, mais en réalité, derrière cette rage d'interdit, que ça soit CNews ou que ce soit les réseaux sociaux, c'est parce que la situation leur échappe. C'était Geoffroy Lejeune, bien évidemment, qui parlait de ça. Et ça aussi, ça pourrait faire les 3 gigas, un article dans Marianne. On pourra parler ensuite de la pollution d'Internet. Natacha Polony. En effet, on a déjà fait des articles sur cette question de la pollution des écrans. Mais là, en l'occurrence, notre journaliste éducation a publié sur notre site immédiatement un article pour rappeler que Najat Vallaud-Belkacem avait signé un superbe accord de plusieurs millions avec Microsoft quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Pour importer les écrans dans les écoles. Absolument. Là aussi, un petit peu de cohérence, ça fait toujours du bien. Valérie, je vais éclairer votre week-end. Elle est réapparue. Ça y est. Kate. On l'a revue, on est rassuré. Kate Middleton. Un cliché nous a un peu rassuré. Elle visitait une ferme. C'est un cliché un peu loin. Ne vous attendez pas à un gros plan de son visage. Les complotistes ne sont pas convaincus. Ah oui, certains pensent que c'est peut-être un sosie. Alors lundi dernier, on ne l'avait pas encore revu et les Anglais s'inquiétaient, se mobilisaient sur les réseaux sociaux. Where is Kate ? Où est Kate ? Le 20h de France 2 s'amusait de ces internautes qui recherchaient Kate Middleton. Où est Kate Middleton et comment va-t-elle ? C'est la question qui obsède les Britanniques. J'aimerais juste avoir des réponses. Tout le monde se demande ce qui se passe. J'ai peur que les choses soient pires qu'on ne le pensait. Sur les réseaux sociaux, les Britanniques se montrent maintenant en train d'enquêter au bureau, comme des détectives, sur cette affaire rebaptisée Kate Gate. Certains écrivent des chansons. D'autres cherchent des réponses dans la taromancie. La carte du diable, elle peut représenter la codépendance et les relations toxiques. Les théories du complot foisonnent. La princesse est-elle en train de divorcer ? Est-elle seulement en vie ? S'interrogent certains internautes qui imaginent toutes sortes de stratagèmes. C'est vraiment ma chouchou du moment, Kate Middleton. Kate dans Marianne, non, pas trop. C'est-à-dire qu'on a plein de nouvelles rubriques, plein de petits indiscrets. Et il y a une petite brève qu'on a mise qui s'appelle « On s'en fout ». Et donc, c'est le sujet vraiment qui a occupé trop de place, alors que très franchement, on s'en brosse le nombril avec le pinceau d'indifférence. Voilà. Il y a une petite chronique médiatique.
Oui, aussi. Et c'est Masturbation chez Hanouna, dans le numéro qui est paru hier. Beaucoup de pages consacrées à la nourriture dans ce nouveau Marianne. On pourra en parler après la pub. Alors, il y a une nouvelle mode qui cartonne. Je ne sais pas si vous avez testé ça. On le trouve dans beaucoup de boulangeries. C'est le cookie inséré dans le croissant. Le croissant cookie. Vous en avez pas entendu parler? Non, j'avais ça se fait livrer, ça coûte très cher. Ça pourrait être aussi dans la rubrique Et c'est dans beaucoup de boulangeries. Et dans la meilleure boulangerie sur M6, ils ont rencontré un boulanger qui fabrique un croissant cookie. Quand on coupe, c'est très gourmand. On a la pâte à croissant qui est ultra moelleuse. En même temps, elle est croustillante à l'extérieur. On a ce cookie qui est très peu cuit parce qu'il est à l'intérieur. Moi, j'adore la pâte crue du cookie. On voit, il y a les gros morceaux de noisettes. Ça vient craquer sous la dent. Et puis, ce praliné. On dirait presque du peanut butter dans un New York roll avec du cookie. Enfin, on voyage directement aux États-Unis, là. C'est très, très bon. Comment dire qu'on voyage aux États-Unis avec un croissant? C'est quand même devenu fou, quoi. On voyage aux États-Unis alors qu'elle est en train de manger un croissant. Franchement, la séquence, mais la séquence m'a choqué de dire ça, alors que. Alors, il est consternant que la référence maintenant et depuis longtemps, depuis trop longtemps, pour nous, soit les États-Unis. Après, la question est de savoir si les boulangers et les pâtissiers font eux-mêmes leur pain correctement, leur croissant, ce qui n'est pas souvent le cas. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on maintient un métier. Après qu'ils inventent des recettes, après tout, qu'ils s'amusent, ça me dérange pas trop s'il y a des gens qui aiment. Du moment qu'ils savent faire un vrai croissant au beurre, et voilà, et que tout ça est travaillé avec une formation correcte. D'après vous, Valérie, je finis toujours mon zapping en musique avec plus ou moins de succès auprès de Valérie. D'après vous, qu'est-ce que j'ai mis pour symboliser cette semaine, puisqu'on est vendredi? Je sais pas. La star des polémiques, Michel Sardou. Oui, que voulez-vous, c'était toute cette semaine, on l'a vu dans tous les médias. Et sa fameuse sortie sur le consentement, je vous ai mis « Je vais t'aimer » qu'il ne pourrait plus chanter. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves. Vous avez pensé quoi de cette polémique? Alors, il y a énormément de polémiques avec les déclarations de Michel Sardou. Elles sont en général assez idiotes. J'ai le souvenir des déclarations de Juliette Armanet sur la chanson Connemara, qui est tout simplement une chanson absolument formidable que tous les Français apprécient parce qu'elle met une ambiance de dingue. Et quand j'écoute un chanteur, je ne me demande pas s'il est de droite ou de gauche. Même pour Ayana Nakamura. Mais Ayana Nakamura, alors il y a toujours eu de l'inventivité dans la langue française. Après, je ne suis pas une spécialiste de son œuvre. C'est pas mon genre de musique et c'est pas mon genre de texte. Bon. Allez, on se retrouve dans un instant avec Natacha Polony pour parler de la nouvelle version de Marianne qui est en kiosque depuis hier. Un numéro efficace, riche, et on va y revenir dans un instant avec vous. Absolument. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est donc Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Lancement de la nouvelle formule hier. Un Marianne entièrement renouvelé, repensé. Vous nous disiez juste en préambule qu'il vous avait fallu 1 an en gros pour arriver à cette version. Réflexion, oui, parce qu'on a voulu évidemment prendre notre temps. Au départ, on imaginait un toilettage de maquette, puis on s'est dit, mais en fait, est-ce que réellement le modèle du news magazine tel qu'il est devenu est encore valable? C'est-à-dire, on voit très bien, les hebdomadaires sont sur cette tendance, je disais, augmentation des prix, vivant sur la publicité, donc dossier spécial montre, spécial immobilier pour ramasser de la publicité. Est-ce que réellement ça correspond aux attentes des gens sur un journal qui doit leur permettre de comprendre le monde tel qu'il va et tel qu'il est en train de basculer? Parce qu'en fait, on est dans une période charnière. Donc notre rôle à nous, et en particulier quand on s'appelle Marianne, c'est d'être sur les sujets cruciaux et de décrypter pour les gens vraiment ces différentes bascules en géopolitique, dans la société française, de leur apporter de l'info. C'est pour ça que
On a renforcé notre pôle d'investigation, en gros de leur expliquer toute cette tendance oligarchique qui confisque la démocratie et de leur faire comprendre comment tout ça fonctionne, de leur dévoiler. C'est pour ça qu'il y a dans ce nouveau numéro aussi bien une enquête donc sur la sécurité d'Emmanuel Macron et comment il est persuadé qu'il va se faire peut-être qui craint pour sa peau, c'est la une. Il y a une enquête sur le dîner du siècle et les nouvelles recrues. On croyait que c'était ringard le dîner du siècle. Et bien il y a des jeunes du monde de la techno. Ce qui prouve que ça a encore un impact. Et ça permet, parce que nos auditeurs sont très intéressés par le siècle, par ce dîner. À chaque fois, ils nous expliquent que c'est effectivement une sorte d'oligarchie qui décide de tout à ce dîner. Donc vous expliquez bien comment ça fonctionne, comment ils sont cooptés et qui sont effectivement... donc c'est très très intéressant. Exactement. Et puis à côté de ça, on a en effet une enquête absolument formidable sur la façon dont la viande française disparaît en douce dans les plats préparés. C'est-à-dire, on a une journaliste qui a comparé la composition en 2020 et aujourd'hui de différents plats préparés. Et on voit bien que sous la pression de la grande distribution, il y a une mécanique qui fait que l'agro-industrie va chercher moins cher, mais ne le dit pas vraiment. On cache un petit peu ça. C'est parce que s'il y a le drapeau français, ça veut dire qu'il peut être... on a fermé la boîte en fait en France et donc on a pu mettre le drapeau français parce que les ingrédients ont été mélangés ou scellés en France. C'est ça. Il suffit qu'il y ait une action sur les ingrédients faits en France et on peut mettre un drapeau français et dire fabriqué en France, mais de toute façon, même ce fabriqué en France, ce produit en France, disparaît au profit d'un produit en Union européenne dont on sait très bien là aussi qu'il suffit que ça peut être... Par exemple, du poulet ukrainien, il suffit qu'il ait été désossé en Pologne et hop, c'est Union européenne. Elle vient d'où cette viande ? Elle vient très souvent des pays de l'Est qui ont des fermes-usines absolument énormes avec des conditions évidemment de vie pour les animaux et tout cela, usage d'antibiotiques, de choses comme ça. Et donc de pays hors Union européenne, type Ukraine, où là, l'industrialisation de l'agriculture est encore plus forte. Alors, nos agriculteurs avaient raison. Ah mais bien sûr qu'ils ont raison, nos agriculteurs. Il n'y a pas écrit nouvelle formule, il y a écrit nouveau journal, parce que c'est vraiment un nouveau journal. Et je trouve que même dans le ton, si on prend la une, comme Alain Delon pourrissait la vie de vos héritiers, la carte des 20 disparitions les plus mystérieuses, il n'y a pas que Dupont de Ligonnès, même dans la formulation, il y a un ton assez iconoclaste par rapport aux news magazines qui sont relativement plan-plan malgré tout. Donc il y a beaucoup d'humour aussi dans le journal, il faut le dire. Hein. Je pense qu'il faut d'autant plus d'humour et d'ironie qu'on est sérieux sur le fond. C'est-à-dire que nous parlons de sujets qui sont graves, nous parlons aussi de sujets un peu plus légers. En effet, comment pourrir la vie de ses héritiers, ça c'est pour se marrer un peu. C'est-à-dire qu'on a cette rubrique qu'on a introduite qui est vraiment une analyse de l'époque et de ses travers sur un ton extrêmement drôle. C'est une respiration dans le journal. De même qu'on a des dessins, parce qu'il y a énormément de dessins de presse. Il y en a toujours dans Marianne, mais là on a renforcé encore parce qu'on estime que parfois un bon dessin vaut un éditorial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un dessin de presse à la place d'un éditorial, en gros, parce que ça a une puissance formidable et qu'il faut les soutenir dans un moment où visiblement le reste de la presse considère qu'on va éviter les ennuis, donc on va évacuer les dessinateurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire Coco ? Mais c'est un pur scandale. Non mais il faut bien expliquer aux auditeurs. Coco fait un dessin qui représente le drame de la famine à Gaza, donc des gens réduits à manger des rats. Elle fait une blagounette assez potache sur le ramadan, puisque l'idée c'est de dire c'est ramadan, donc attention, ne mange pas les rats avant le coucher du soleil. Et elle se fait attaquer pour islamophobie. Et une députée de la République, Sophia Chikirou, lui lance cette phrase « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». Il faut se souvenir de ce que c'était cette phrase « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est la phrase d'un homme qui a perdu sa femme au Bataclan, 130 morts par des attentats islamistes. Et on sort ça à Coco, qui a subi l'attentat islamiste de Charlie Hebdo, qui a vu ses amis massacrés. Mais c'est une monstruosité. Ça veut dire que les hommes politiques ont changé finalement. Alors, ils n'ont plus de classe, plus de retrait, plus de langage. Ça veut dire qu'il n'y a plus Mais de notre limite. président aussi, hein. Voilà, il n'y a plus de vergogne. Moi, j'adore ce mot de la langue française, c'est-à-dire une forme de retenue, de dignité, de pudeur et de sens de l'honneur. Une société ne peut pas tenir sans vergogne, et je crois que il faut le rappeler en permanence à ceux parmi
notamment nos élites au sens large, qui ont tendance à l'oublier. Il y a un dessin dans Marianne, alors je crois que c'est Lacombe, le dessinateur, c'est ça, qui dit le dessin de presse à nouveau menacé, et on voit un soldat du Hamas qui dit notre méthode d'éducation aux médias porte ses fruits. D'ailleurs c'est un militant islamiste avec Kalachnikov. Ça dit effectivement beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de dessins. Il reste les mots croisés quand même. Oui, on a gardé les jeux, mais parce que nos lecteurs aiment ça et que ça fait partie aussi du lien avec un journal. Et un journal papier, c'est aussi un journal avec lequel on va pouvoir passer un petit peu de temps à faire du sudoku, du mot croisé. Vraiment, il faut être attentif à ce que veulent les lecteurs qui aiment le papier, parce que l'avantage de cette nouvelle formule, c'est ça, c'est que on s'adresse, on croit encore au lectorat qui va aller acheter son journal en kiosque, donc on est là pour faire lire du papier, et en parallèle, ça nous permet aussi d'utiliser les forces de la rédaction pour développer l'abonnement numérique, des contenus beaucoup plus, on va dire, destinés à un public plus jeune qui a moins l'habitude du papier, aller faire de la vidéo, du podcast. Mais il n'y a plus de livres, il n'y a plus de... Alors si. Il n'y a plus le tourisme, tout ce qu'on voit dans les pages de fin, vous avez vraiment nettoyé tout ce qui fait ce que vous dites, c'est-à-dire qui est souvent fait avec des annonceurs pour des attrape-pubs. Exactement. On a évité tout le superficiel, on va dire. À côté de ça, on a des rubriques sur Internet qui sont des rubriques on va dire d'agenda culturel. D'ailleurs, on a aussi dans le papier le contre-agenda culturel où en gros on explique à nos lecteurs, alors ça faut y aller, hein, tel film, tel livre, c'est bien, ça surtout vous fuyez, fausses valeurs, etc. Et on complète avec le travail du service culture sur le net qui peut éventuellement, quand il y a un livre qu'on a envie de soutenir, en parler, l'expliquer. Mais on trouve plus intéressant d'expliquer les tendances que de simplement rendre compte d'un livre. Ce qui nous intéresse, c'est ce que raconte le succès de tel ou tel livre. Pourquoi on a une émergence dans la littérature française de ce côté témoignage qui est une certaine vision, mais assez restreinte de la littérature. Enfin, vous voyez, on va surtout être dans le décryptage. Et il n'y a pas de pub. Donc, juste une question sur le financement, justement, comment vous assumez de ne pas avoir de publicité. Ça vous permet une forme de liberté, c'est-à-dire que l'article sur la viande, vous citez un certain nombre, sur les plats cuisinés, vous citez un certain nombre de marques. Je ne suis pas sûre que... Il faut quand même avoir conscience que les premiers annonceurs des médias, c'est la grande distribution. Bien sûr. Et l'agro-industrie, pas très loin. Ce qui change beaucoup la possibilité pour les médias de traiter de ces sujets-là. Donc l'avantage d'avoir très très peu de pubs, en effet, c'est qu'on se sent très libre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'annonceurs. Mais le modèle économique de notre journal n'est pas fondé là-dessus. Il est fondé sur quoi? Les abonnements, principalement les lecteurs kiosques, les abonnements. Et le but d'un journal, j'estime que c'est de vivre de son lectorat. Alors, c'est un investissement pour l'instant de la part de notre actionnaire, parce que de fait, la baisse du prix, ça fait que... Il y a une baisse de revenus. Il y a une baisse de rendement dans l'immédiat. Mais évidemment que l'idée, c'est d'enclencher une dynamique qui fait que d'ici 3 ans, on sera à l'équilibre et que cette nouvelle formule sera absorbée. Mais je crois profondément que la presse doit renouer avec son lectorat et s'appuyer sur le lectorat et pas sur les autres moyens de se financer. C'est un journal de droite ou de gauche? Marianne a toujours été un journal ni droite ni gauche. Marianne, c'est la République. Au-dessus de la droite et la gauche, il y a la République, c'est-à-dire le bien commun. Là, on sent la phrase déjà toute prête qu'on vous a... elle n'est pas toute prête. C'est le cœur du projet de Jean-François Kahn quand il fait Marianne. Jean-François Kahn est plutôt à gauche quand il fait son journal avec Maurice Safran. Marianne a toujours été accusée par les gens de gauche d'être trop à droite et par les gens de droite d'être trop à gauche. Parce que justement, c'est un journal qui ne veut pas être dans cette espèce de guerre de religion où le camp d'en face, ce sont des salauds. Nous, on estime que les bonnes idées, ça peut venir de n'importe où. D'où la une de Macron, alors, gauche et droite. La une, c'est sur ce président qui craint pour sa peau. Donc c'est plus de l'ordre de la révélation. Et je pense que, vous voyez, on a un slogan sous le titre Marianne, la vérité n'a pas de maître. Ça veut dire que justement, elle appartient pas à un camp ou à un autre. Vous êtes en train de nous dire que Poutine avait raison, il a eu peur d'aller en Ukraine? Alors,
C'est les rodomontades de Vladimir Poutine, c'est pas ça qui doit nous dicter notre vision de la société française et de son organisation. Certainement pas. Et je ne me fierai jamais à ce que dit un autocrate sur ce qu'il pense du président de la République française. En revanche, quand on analyse, quand on interroge les services de sécurité d'Emmanuel Macron, là on sait qu'il y a un sujet. Allez, petite pause de pub et on se retrouve avec Natacha Polony pour parler de ce nouveau Marianne, nouveau journal qui est arrivé dans vos kiosques hier. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Lancement de la nouvelle formule du nouveau journal, parce que c'est vraiment un journal entièrement repensé par la maquette, par son organisation, par son sommaire. Un journal libre, j'ai envie de dire. Oui, je pense que c'est... ni maître, c'est un peu ça. En tout cas, c'est l'indépendance qui nous guide. C'est-à-dire l'indépendance non seulement vis-à-vis des pouvoirs très concrets, mais aussi l'indépendance vis-à-vis du conformisme un peu trop présent dans la profession journalistique. L'idée, c'est d'être capable de penser par soi-même, d'aller chercher l'information où elle se trouve et d'analyser les faits, non pas à l'aune de ce qui s'écrit ailleurs et de ce qui fait bien, mais en fonction véritablement... Vous voyez, c'est le courage de dire ce que l'on voit et de voir ce que l'on voit, selon la fameuse phrase. La fameuse formule de Peggy. Et c'est l'idée que nous écrivons pour nos lecteurs. Alors que trop de journalistes écrivent pour leurs collègues journalistes, parce que dans leur dîner le soir, ils ont envie que leurs amis leur disent « Oh, formidable ton dernier article ». Nous, notre idée, c'est qu'un journal, il doit parler de ses lecteurs et à ses lecteurs. Et que notre souci permanent, c'est de savoir comment on va leur apporter une compréhension de tous les phénomènes qu'ils perçoivent, mais dont ils n'ont pas forcément exactement tous les tenants et les aboutissants. Que ce soit en économie, que ce soit sur la société, que ce soit sur les grands rapports de force géopolitiques. Notre rôle, c'est d'éclairer les choses. Et après, eux, ils se feront leur propre opinion. C'est pas nous qui allons leur dire ce qu'ils doivent penser. Qu'est-ce qui vous reste de l'expérience de D'on n'est pas couché, où vous étiez avec Laurent Ruquier à titiller les hommes politiques, mais aussi les personnalités? Il vous reste quoi de cette expérience? Cette idée de la liberté. Parce que c'était une émission où on ne fréquentait pas les hommes politiques avant, puisqu'on était déjà en plateau quand ils arrivaient, et ils sortaient, on était encore en plateau. Donc on ne les croisait pas. Ce qui permettait de leur dire exactement ce qu'on voulait. Il n'y avait pas cette connivence extrêmement malsaine qui peut s'installer quand vous partagez une discussion avant, après, et que vous les connaissez. Et je pense que ce fait-là, et puis le temps qu'on avait pour aller au fond des sujets, ça, c'est une richesse. Et je pense que c'est à cultiver dans le journalisme. Mais vous étiez heureuse là-bas ? Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais heureuse quand je fais un boulot. Alors c'est une question sans doute d'éducation. J'ai eu une éducation centrée sur le devoir. Donc la question n'était pas est-ce que j'étais heureuse, c'est est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait correctement mon boulot. Et j'espère que oui. Vous avez toujours voulu être journaliste ? Non, pas du tout. Non, moi quand j'étais petite fille, je voulais être écrivain. Ouais, c'est pas très loin. Et après, je ne savais pas exactement. Je suis venue au journalisme parce que ça permettait de continuer à penser, à apprendre. Ça permettait de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans son milieu. Vous y êtes arrivé comment? Vous avez fait une école de journalisme ou pas? Pas du tout. Non, mais c'est intéressant de raconter ça. C'est particulier puisque j'ai une agrégation de lettres. Alors j'ai passé Sciences Po en même temps que l'agrégation, donc j'ai un peu ce double cursus. Mais voilà, j'ai été prof. Pendant que j'étais journaliste à Marianne, au début, je continuais à enseigner parce que je trouvais très important de garder ce lien, et puis de savoir ce que c'est que d'être face à des jeunes gens, de leur transmettre un savoir. Et j'y ai toujours cru. Et je crois que c'est en fait différent
différentes facettes de la même envie. La même envie de transmettre et de partager et d'expliquer. En fait, le boulot du prof, c'est aussi de raconter et d'essayer de faire comprendre. Et puis l'idée de responsabilité. C'est-à-dire, nous sommes responsables, nous, adultes, du monde que nous laissons aux jeunes, et nous sommes responsables des jeunes que nous laissons dans le monde. Mais ça doit vous faire bizarre de voir des portiques, des armes dans les écoles, des profs qui sont violentés, et violentés étant un mot léger par rapport à certaines choses. Par rapport aux profs que vous étiez, comment vous ressentez cette évolution à l'américaine, en fait? Ce qui était aux États-Unis il y a 10 ans, arrive dans nos écoles et au lycée, et on regardait ça il y a 10-15 ans en disant, mais ils sont fous ces Américains, ils mettent des portiques dans les écoles. Vous savez, quand j'ai commencé à Marianne, mon premier papier dans Marianne, c'était 10 mesures pour sauver l'école républicaine. Justement parce que Marianne a toujours été, on le renforce dans la nouvelle formule, un journal de proposition. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a un rôle de citoyen, on apporte des choses dans le débat politique. Et quand j'ai écrit ce papier, des confrères journalistes, enfin je découvrais ce que c'était que d'avoir des confrères journalistes, m'ont dit mais comment peux-tu écrire ça, etc. Je le savais, j'en venais, j'avais vu comment c'était. Et ils m'expliquaient non mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que disent les syndicats, et la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère dit que le niveau monte, donc comment peux-tu dire qu'il y a un problème, etc. Donc vous voyez, et je pense que déjà à l'époque on voyait ça en œuvre. De même, quelques mois plus tard, j'ai fait les premiers papiers sur le livre Les territoires perdus de la République, qui venait de paraître. J'ai fait ce grand papier sur comment l'obscurantisme progresse dans les écoles. C'était il y a 20 ans. Pourquoi on ne vous a pas entendu? Bien sûr. Parce que hélas, il faut parfois du temps pour qu'une société, et en particulier ses élites, soient prêtes à entendre certaines vérités. C'est dommage, on a perdu 20 ans. Les journalistes qui travaillent avec vous, ils viennent d'où? Il y a son mari, il y a Perico Légas. Mais il était là avant moi. Il était là avant. C'est pas moi qui l'ai embauché. Il a couché pour réussir. C'est pas très woke. Quand je suis arrivée à Marianne, il était déjà là, puisqu'il est le dernier journaliste qui soit le membre fondateur de l'équipe de Jean-François Kahn. Vous lui avez pas dit, je prends la tête, c'est compliqué que tu sois là, je te vire. Alors, c'est-à-dire qu'il est très peu au journal, justement, pour respecter... Non, mais c'est vrai que c'est un sujet. Et donc, il est très peu présent, justement, pour pas donner l'impression que il y a le mari de la patronne. Voilà, le mari de la patronne, c'est une position bizarre. D'ailleurs, ça lui a fait bizarre d'avoir sa femme comme patronne. Et vous, ça ne vous fait pas bizarre qu'il vous ait remplacé sur BFM ou sur RMC? C'est vrai qu'on ne connaissait pas le côté politique, on connaissait le côté pâté en croûte, mais pas du tout le côté militant politique. Et donc, d'un seul coup, Natacha Polony a disparu pour la presse écrite, et on voit que votre mari prendre des positions sur l'Ukraine, sur LFI, sur tout ça. Jamais militant politique, mais vous savez, si vous aviez lu Marianne dès le début, et même avant ça, l'événement du jeudi, puisqu'il était à l'événement du jeudi, c'est vrai, vous êtes trop jeune. Mais Perico a toujours eu une façon de traiter les questions de gastronomie, d'alimentation, qui était profondément politique. Je veux dire, il a défendu les paysans à un moment où tout le monde s'en fichait complètement de la disparition des exploitations agricoles. Il a défendu toujours le fait que l'agriculture française est fondée sur les terroirs et que l'industrialisation des processus est en train de détruire tout ce qui a permis l'émergence d'une gastronomie française et donc d'un art de vivre. Mais on ne voyait pas débattre de l'Ukraine ou du mouvement woke sur BFM. C'est quelque chose d'assez intéressant, parce que moi-même, quand j'ai commencé comme journaliste éducation, il se trouve que parce que j'avais publié des livres, on m'a invité comme éditorialiste sur des chaînes. Et là, il y avait des confrères qui disaient, mais comment une journaliste éducation, et de quel droit elle parle de géopolitique et d'économie? Mais parce que les journalistes politiques, eux, ils sont plus compétents. Les journalistes politiques sont des spécialistes des partis politiques. Donc c'est du commentaire sportif, machin, à torpiller bidule, etc. Ils ne sont pas plus compétents que les autres. Mais il y a cette espèce de hiérarchie implicite. Or, si vous écoutez Perico, c'est avant tout quelqu'un qui a
énormément de culture historique et il n'est pas moins légitime pour analyser les phénomènes qu'un spécialiste du Parti socialiste ou de Renaissance. Justement, la télévision a beaucoup changé. Vous évoquez l'époque où vous étiez journaliste spécialiste éducation. Aujourd'hui, les plateaux, vous avez connu cette période sur LCI qui était la seule chaîne d'info à l'époque, où il y avait des spécialistes qui venaient. Aujourd'hui, et Jean-Jacques Bourdin dit que le débat comme ça, c'est souvent la négation du journalisme. C'est-à-dire que, encore une fois, à l'époque sur LCI, il y avait des débats, je me souviens, on faisait sur l'IVG, on invitait un médecin, là on n'a plus de spécialistes, ça coûte trop cher, il n'y a plus de spécialistes qui débattent. Pendant l'année présidentielle, j'ai eu une émission sur BFM pendant 1 heure le soir, Polo News. Ouais. On s'obligeait à faire, c'était Aurélie Casse qui animait, et moi j'étais débattrice avec les gens que nous invitions. Nous n'invitions que des spécialistes des sujets. Mais vous imaginez le travail que ça représente, c'est-à-dire tous les jours trouver 2 sujets d'actualité et faire venir les spécialistes et être à peu près à leur niveau pour pouvoir discuter avec eux, les faire débattre. C'est un boulot de dingue. Donc évidemment que la facilité, c'est de mettre en effet des éditorialistes qui discutent. Alors après, la question, c'est est-ce que ces des éditorialistes bossent leur sujet ? Je peux vous dire que quand je viens sur un plateau de télévision, j'ai bossé comme une de dingue avant. J'ai consulté les journalistes spécialistes du sujet dans ma rédaction. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Alors il est vrai que moi j'ai eu la chance de faire 5 ans de revue de presse où je lisais toute la presse tous les matins, ce qui est une formation accélérée absolument énorme. Et puis j'ai eu des maîtres qui m'ont appris. Vous connaissiez Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique, on peut lui rendre hommage aujourd'hui, qui est passé par Le Monde, qui a fondé la Tribune, la Lettre A. Il m'a appris l'économie, la géopolitique, parce que évidemment ce n'était pas mon domaine de compétences. On travaille et on réfléchit et on apprend et on lit et on se forme en permanence. C'est un des plaisirs de ce métier. Il y a du trac quand on lance une nouvelle formule. Il y a une forme de comment l'émotion, elle a dû être importante avant-hier quand vous avez vu sortir le journal des rotatives. On avait fait un petit pot avec la rédaction de Marianne pour fêter le bouclage de ce numéro. Le directeur général est allé à l'imprimerie. Il en est revenu avec les premiers exemplaires imprimés. Et c'est une émotion parce que de fait, d'abord, c'était un travail énorme. Il y a une fierté d'avoir réussi quelque chose dont on pense qu'il réinvente un petit peu le modèle des hebdomadaires. Donc, mais c'est très juste. On a essayé de bouger avant de se retrouver obligé de bouger, parce que Marianne se porte plutôt bien. On est 2e en vente en kiosque, juste derrière Le Point. Donc, on n'était pas forcé de faire ça. Mais on s'est dit, on n'a pas envie d'accompagner le déclin de la presse hebdomadaire tranquillement en s'endormant. Je veux dire, cette phrase qui va plaire à nos auditeurs, nous sommes convaincus, c'est dans votre éditorial, qu'une presse refusant ce conformisme qui est l'autre nom de la soumission aux puissants peut retrouver la confiance des citoyens. Je trouve que ça dit tout de ce numéro qu'on a pu lire. Je vais poser une question de Valérie Expert, que je te vole. Qu'est-ce que vous pensez de Caféine et de ces sites où le journal est gratuit ? Alors, c'est un immense problème. Ça permet de faire lire de la presse et donc nous ne pouvons pas nous en passer, mais de fait, c'est un modèle économique qui nous fragilise. Donc, il y a un équilibre à trouver. Mais il faut avoir conscience qu'on doit travailler à toutes les manières à faire lire. de faire lire de la presse et de faire comprendre que ça a un prix, que si vous voulez en effet de l'enquête, des révélations, eh bien, ça n'est pas gratuit. Mais le danger, le pire danger, c'est pas Caféine et ce genre de choses, parce que là, le modèle, on va y réfléchir, il faut l'inventer. Le danger, c'est Google, c'est ChatGPT. Là, quand vous voyez que Le Monde a choisi de signer un accord avec ChatGPT, ils avaient fait la même chose avec Google. C'est-à-dire que la presse, les GAFAM ne payent pas pour l'utilisation des contenus de presse. C'est un problème. Il faut que nous soyons soudés pour exiger le paiement de nos contenus, sinon nous allons tous crever et vous n'aurez plus, les citoyens n'auront plus de journalistes. C'est-à-dire que Le Monde va donner gratuitement son contenu à ChatGPT. Alors c'est un échange, c'est-à-dire que ChatGPT citera les articles du Monde qu'il utilise et donnera même un peu d'argent au Monde, et en écroyable. Le Monde utilisera l'intelligence artificielle
logiciels pour certaines tâches. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font le choix d'être les premiers en se disant, comme on est les premiers, ChatGPT va signer avec nous, mais ChatGPT ne signera pas avec toute la presse. Donc il y en a qui vont crever. Des articles écrits par ChatGPT dans le monde? Alors ça, je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Cela dit, il y a certains journaux aujourd'hui qui, sans le dire, utilisent déjà ChatGPT pour écrire certains articles. Et je trouve ça profondément choquant. Sans parler des livres. Merci Natacha Polony d'avoir été avec nous ce matin. Le nouveau Marianne est en kiosque depuis hier. Allez-y, c'est plus de combats, plus de débats, plus d'indiscrétion, plus de révélations, plus de recommandations, plus de solutions, plus de clairvoyance et plus d'impertinence. Voilà. Et 3,50 €. Et 3,50 €. Mais c'est bien le jeudi en sortie, parce qu'on peut se le lire le week-end. C'est le jour de sortie des news. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve pour les débats. Merci.